Il est 9h01, donc je vous propose qu'on démarre. Ça fera venir les retardataires au fur et à mesure. Je me présente, je suis Pia Le Fischer. J'avais un magnifique fond d'écran qui devait me permettre de faire en sorte que vous me reconnaissiez parce que je représente ESS 2024 ce matin, donc organisateur de ce feedback avec le soutien du Crédit Coopératif. Mais mon ordinateur est trop vieux pour supporter des filtres, donc vous serez obligé de me retrouver parmi la foule, à moins que je puisse voilà, épingler ma vidéo. Cette conférence est enregistrée, c'est aussi pour vous dire que les caméras ne sont pas obligatoires. Si vous souhaitez ne pas apparaître à l'écran, c'est tout à fait possible. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce matin pour le grand retour des feedbacks de SS 2024. Pour rappel, les feedbacks, c'est un cycle de conférences qu'on propose dans le cadre de l'accompagnement de SS 2024 pour donner des clés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, des clés supplémentaires pour répondre au marché des jeux, que ce soit des marchés publics ou des marchés privés. Les feedbacks, on en faisait beaucoup avant mars 2020, date clé pour tout le monde malheureusement. Et après, comme le monde s'est un peu digitalisé et que tout le monde a commencé à faire des visios, notamment pendant les confinements, on avait fait le choix d'arrêter ces conférences pour pas générer encore plus de programmes en ligne alors qu'on passait déjà nos journées de manière virtuelle. Là, on avait l'espoir de pouvoir vous accueillir dans la Maison des Canaux, association qui porte le programme ESS 2024, mais les conditions sanitaires ne le permettent pas encore. Néanmoins, les feedbacks reprennent en 2022 et on espère pouvoir en organiser d'autres cette année. Je vous rappelle également, ESS 2024, normalement vous nous connaissez tous, on existe depuis 2019 et on est l'opérateur des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qui a pour mission d'accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se positionner sur les marchés des Jeux. Ça ne veut pas dire que vous avez tous vocation à vous positionner sur toutes les opportunités ou qu'elles sont toutes faites pour vous, mais on se rend bien compte qu'en termes d'égalité d'accès, ce n'est pas tout à fait ça entre les petites et les grandes entreprises, notamment vers les petites et moyennes entreprises à impact social. Et c'est pourquoi on vous propose d'accompagner tout au long de la réponse au marché, que ce soit pour comprendre les exigences du cahier des charges, jusqu'à former des groupements avec d'autres entreprises ou encore correctement exécuter le marché quand, ça y est, au-delà d'avoir remporté l'appel d'offres, on doit vraiment faire nos preuves et délivrer la prestation. On a fait notre comité de pilotage annuel pas plus tard qu'il y a 10 jours et on a pu à cette occasion présenter nos chiffres. Aujourd'hui, on a 206 entreprises de l'ESS qui sont attributaires du marché des jeux, soit de manière directe, soit en co-traitance et sous-traitance, et puis soit seul, soit en groupement. Donc ça prouve que depuis 2019, notre méthode porte ses fruits. Néanmoins, il ne faut rien lâcher, puisqu'en 2022, c'est 50% des marchés que Paris 2024 va passer. Donc ça va vraiment être une année charnière. Et c'est pour ça aussi qu'on relance le feedback cette année. Je ne serai pas tellement plus longue pour l'introduction. Je vais laisser la parole au Crédit Coopératif. Encore une fois, cette conférence est organisée grâce au soutien du Crédit Coopératif, un des premiers sponsors des Jeux. Et puis c'est la dernière rencontre d'un cycle qu'on a mené avec le Crédit Coop sur la filière de la restauration durable et le lien avec l'économie sociale et solidaire. J'en reparlerai juste après. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Sakalula, si vous êtes parmi nous, la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin virtuellement, même si bien, je pense qu'on aurait tous préféré que ça ait lieu de manière physique. Donc, effectivement, moi, je suis Pascal Sekaluga. J'ai la chance aujourd'hui de représenter le Crédit Coopératif à ce feedback. Donc, beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent déjà le Crédit Coopératif, mais ne me connaissent pas forcément parce que j'ai rejoint le Crédit Coopératif assez récemment, il y a un peu plus d'1 an. Et je suis la directrice adjointe du réseau commercial. Donc voilà, je chapeaute avec le directeur du réseau l'ensemble des centres d'affaires, des 70 centres d'affaires du Crédit Coopératif qui sont répartis dans toute la France. Et le Crédit Coopératif est une banque qui fait partie du groupe BPCE, qui est partenaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et ce qui nous plaît particulièrement dans ces jeux et ce pourquoi on est heureux d'en être partenaire, c'est qu'ils promettent d'être plus inclusifs,
plus durable et plus solidaire, et que c'est justement nos enjeux clés de développement, puisque ça fait vraiment partie de la résonance de nos valeurs, hein, puisque on a l'ambition de faire une banque différente, de faire la banque autrement et d'accompagner tous nos clients, partenaires et tous les gens qui nous rejoignent pour construire un monde plus inclusif et dans une meilleure transition énergétique, écologique et sociale. Donc, ça fait vraiment tout à fait écho à ces valeurs. Donc, c'est en outre une opportunité formidable pour l'économie sociale, ces jeux, et un effet de levier unique depuis de nombreuses années, puisque 25% des appels d'offres sont réservés aux TPE-PME et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment une occasion de permettre aux entreprises de l'économie sociale et solidaire d'être plus visibles, d'être plus fortes, de renforcer leur positionnement par le biais de ces appels d'offres. Donc, les premiers résultats sur ces appels d'offres sont d'ailleurs encourageants, puisque déjà 150 structures de l'ESS ont déjà remporté des marchés, ont déjà remporté un marché dans le cadre de ces jeux. 40% sont clients du Crédit Coopératif, donc on est très fiers de la réussite de ces clients. Il y a également plus de 4000 inscrits sur la plateforme ESS 2024, dont également une grande part de clients du Crédit Coopératif. Donc, l'enjeu pour nous, en tant que banque, c'est de renforcer la capacité des acteurs de l'ESS à répondre au marché et à développer la coopération entre eux, puisque c'est aussi une occasion de se grouper entre acteurs de l'économie sociale pour être plus forts et pour répondre de manière plus efficace à ces appels d'offres. Et donc, c'est avec cette ambition qu'on a créé une offre spécifique pour ces jeux à destination des groupements qui s'appelle Coopération ESS, et qu'on a participé en partenariat avec les canaux à ce cycle de travail sur la filière de la restauration durable qui s'achève aujourd'hui par ce feedback voilà, que j'ai l'honneur de pouvoir lancer et introduire avec vous. Et je vous souhaite de bons débats et un bon feedback. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à la fin de la réunion sur le crédit coopératif ou sur notre offre. Voilà, je suis ravie de rester parmi vous. Merci beaucoup Pascal pour cette introduction qui est revenue assez largement sur le partenariat que vous menez. Effectivement, peut-être pour introduire maintenant cette conférence, je vais revenir rapidement sur le partenariat entre ESS 2024, les canaux et le crédit coopératif. C'est vrai que c'était finalement assez logique qu'on travaille ensemble quand on associe l'opérateur de l'ESS sur les jeux à la première banque de l'ESS qui en plus soutient l'organisation et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. On a essayé d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement qu'on pouvait proposer aux entreprises et on s'est concentré sur une filière d'avenir qui est celle de la restauration durable. On a en fait organisé 3 ateliers qui avaient pour but d'accompagner les structures de la filière restauration durable à pouvoir mieux appréhender les marchés et les opportunités liées à leur secteur d'activité sur les jeux. Donc, c'est une filière qu'on a choisie parce qu'il y a énormément de besoins par rapport à Paris 2024, évidemment, mais aussi parce qu'avant et après 2024, c'est aujourd'hui une filière qui est soutenue par le plan de relance et qui pose de vraies questions aussi en termes d'autonomie et de résilience des territoires. Donc, ça rejoignait au-delà des jeux plusieurs questions de développement économique local et d'ancrage territorial qui sont des valeurs fortes et inhérentes à l'économie sociale et solidaire. À l'occasion de ces ateliers, on a pu aborder les différents besoins de Paris 2024 pour les Jeux. Monsieur Thévenet, qui est parmi nous et qui représente Sodexo, pourquoi pas nous en redire un mot sur leur manière de travailler le sujet. Mais il faut se dire qu'il va quand même falloir nourrir 15 000 athlètes, potentiellement, leurs accompagnants. Et puis, il va y avoir ensuite tous les besoins liés aux prestations annexes, notamment pour les spectateurs. Tous les chiffres, on pourra vous les transmettre via le livrable de ces cycles
cycle d'ateliers si ça vous intéresse. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains participants qui ont participé aussi qui sont là parmi nous et je vous remercie d'avoir tenu le cycle jusqu'au bout. On a aussi pu proposer une formation sur les groupements, justement, pour aider ces structures à se rejoindre. Et on a pu travailler sur la notion de regroupement et de contact à prendre et comment on prend ces contacts avec des acteurs publics ou privés. Et ça permet de faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de l'ouvrir au-delà des acteurs de la restauration, parce qu'en fait, on se rend bien compte que, quitte à vouloir connecter les mondes, celui de l'économie sociale et solidaire et celui des acheteurs publics privés, il y a quand même pas mal de méthodes, de points de vue qui sont différents. Et c'est important que vous, en tant qu'entreprise de l'ESS, vous puissiez avoir les bonnes clés pour savoir comment rentrer en contact avec un acheteur, mais aussi que de l'autre côté, vous puissiez comprendre à quoi sont confrontés les acheteurs dans leur métier et ce à quoi ils doivent faire attention pour pouvoir justement essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Et c'est exactement la thématique qu'on va traiter ce matin. Surtout qu'on s'est rendu compte que c'était finalement un fort besoin des structures qui participaient avec nous de pouvoir monter en compétence sur le sujet. Très concrètement, la filière de l'alimentation durable, aujourd'hui, elle est couverte par l'ESS dans toutes ses phases. Donc ça, c'est plutôt bon signe, mais il y a vraiment un enjeu sur la maîtrise des codes de la commande publique, de la commande privée. Et puis, il y a un enjeu sur les volumes des marchés. C'est aussi pour ça qu'on a abordé la question des groupements. Donc, concernant le compte-rendu de ce cycle d'accompagnement, encore une fois, il sera disponible. Je laisserai pour le coup, je parle sous le contrôle du Crédit Coopératif en termes de calendrier, et vous pourrez l'avoir sur demande. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Après cette courte introduction, on va laisser les différents intervenants de cette table ronde se présenter. On a rassemblé autour de la table, et encore une fois, on vous remercie vivement d'être là, un acheteur privé, Jean-Philippe Thévenet, qui travaille pour Sodexo. On a la ville de Colombes qui est représentée par Marie Ezaoui et qui va pouvoir davantage vous parler des enjeux de la commande publique. Et puis on a aussi deux témoins, entreprises de l'économie sociale et solidaire, Louise Boudot pour le label Gamel et Initiative solidaire pour Marie-Lucide Siali. Est-ce qu'on peut faire un très rapide tour de table des intervenants, s'il vous plaît? Je vous en prie, peut-être Marie Ezaoui, vous pouvez commencer. Oui, bonjour à tous. Désolée pour le léger retard. Donc moi, je suis Marie Ezaoui, la directrice des affaires économiques, de l'emploi et du commerce de la ville de Colombes. Donc la ville de Colombes, c'est une ville des Hauts-de-Seine d'à peu près 86 000 habitants. Voilà, donc sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, on travaille conjointement avec la direction de la commande publique, voilà, qui ne peuvent pas être avec moi aujourd'hui, mais je vous expliquerai un peu comment on travaille ensemble sur les achats responsables notamment. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Thévenet, vous souhaitez prendre la suite du tour de table, s'il vous plaît? Oui, merci, Madame Le Fischer. Donc, Jean-Philippe Thévenet, moi, je suis donc directeur pôle achat alimentaire pour Sodexo en France. Alors, quelques mots sur notre société. En 50 ans, en fait, on a écrit une formidable histoire parce que notre société a été créée en 1966. C'était une PME familiale de la restauration en France, à Marseille. Et on est aujourd'hui le leader mondial des services de qualité de vie. On opère dans 64 pays dans le monde et on emploie plus de 400 000 personnes. Et on a donc la chance d'opérer la restauration pour le village olympique et donc d'avoir pu travailler avec les équipes des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Du côté des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui nous font le plaisir de témoigner aujourd'hui, Label Gamel, où êtes-vous dans cette... Là, bonjour, Louise Boudot, je suis chargée de mission à Label Gamel. Label Gamel, c'est une entreprise d'insertion, une SCOP, qui a une activité depuis novembre 2020 et on livre des repas en liaison froide à destination des collectivités et on a aussi une offre traiteur et une offre de plateau repas. Et on a répondu au marché public pour le meet-up de la Solidéo le 28 septembre dernier. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour rappel, la Solidéo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. C'est une des autres parties prenantes très importantes de l'organisation des Jeux. Il y a le comité d'organisation Paris 2024 dont j'ai déjà parlé, et il y a la Solidéo qui est plus en charge de la rénovation et de la construction d'infrastructures. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer ce tour de table, Initiative solidaire, Marie-Lucie Serly, si vous êtes là. Oui, bonjour à toutes et tous. Marie-Lucie Serly, donc je dirige
Initiative Solidaire, qui est une structure d'insertion par l'activité économique qui porte 2 activités en Seine-Saint-Denis. Enfin, on est implanté en Seine-Saint-Denis. On porte donc bien sûr la gestion de restaurants collectifs en mode RIE, RIA, restaurant inter-administration et restaurant inter-entreprise, et on travaille justement aussi sur la déclinaison de cette offre hors les murs avec de la livraison de nos menus sur des bases de vie auprès d'entreprises ou de structures locales. Et on a aussi également une autre activité en insertion qui repose sur la production de mobilier et d'aménagement en économie circulaire. Donc, on a été amené à répondre dans le cadre de ces 2 activités à des marchés Solidéo et à des marchés Paris 2024. Voilà, on en parlera peut-être un peu plus dans le détail. Alors, vous avez coupé votre micro ou quelqu'un vous a coupé votre micro par erreur, mais je crois que la fin de votre phrase, c'était détail, c'est ça? Ah oui, les détails, peut-être tout à l'heure dans le témoignage, voilà, où je rentrerai un peu plus voilà, dans les précisions. Et effectivement, dans le cadre de l'alimentation, de la restauration, nous faisons partie du PTCE Resto Passerelle et aussi du réseau Insereco 93. Voilà, sur lequel il y a pas mal de tentatives de groupement sur des réponses, y compris de la restauration. Merci. Merci à vous. Du coup, je vous propose tout de suite de commencer par recevoir l'expérience des acheteurs. Donc, la manière dont ça va se passer et dont je vous propose de fonctionner, Marie et Jean-Philippe, c'est que on va échanger ensemble. Je vais vous poser différentes questions. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de l'autre. On ne fonctionne pas comme un questionnaire où chacun doit répondre de manière très stricte. On est vraiment dans l'échange. Et puis, n'oubliez pas que le chat est disponible pour toutes les personnes qui voudraient réagir ou avoir des questions. On pourra les prendre au fil de l'eau et certaines qu'on pourra aussi garder pour la fin en fonction de leur nature. Est-ce que pour commencer, vous pourriez commencer par nous préciser un peu quelles sont les missions achats que vous menez et quels sont les enjeux des achats pour vos différentes structures, s'il vous plaît? Jean-Philippe, vous pouvez commencer si ça vous dit. D'accord, très bien. Donc moi, je m'occupe donc des achats alimentaires pour le groupe Sodexo en France. Comme je vous l'ai expliqué, notre entreprise a une histoire familiale. Donc, on a gardé, et depuis le démarrage, la création, on a toujours voulu, notre fondateur, Pierre Bellon, parlait toujours d'une croissance responsable avec l'engagement d'avoir toujours un très fort ancrage territorial pour accompagner nos clients. Aujourd'hui, en France, on opère à peu près 7000 sites. Et donc, on a toujours cet aspect, cette volonté de développer une croissance durable et d'accompagner nos fournisseurs sur le long terme. Aujourd'hui, en France, on achète environ pour 1 milliard d'euros d'achat, donc c'est des volumes très importants. Et au niveau de alors on est effectivement très connu pour nos services opérés sur site et notamment la restauration d'entreprise. Au niveau des achats alimentaires, notre démarche achat est organisée et structurée, on va dire, autour de 6 piliers pour une restauration durable. Le premier pilier, c'est de consolider des filières responsables, c'est-à-dire et c'est un point primordial pour nous, c'est-à-dire c'est d'assurer une totale sécurité alimentaire pour nos convives, assurer aussi des règles d'achat qui tiennent compte avec des codes de conduite de nos fournisseurs, le respect du bien-être animal, avoir une démarche en fait responsable sur l'ensemble de nos filières d'achat, et également développer des filières de produits sous signe de qualité. C'est notamment important aujourd'hui dans le cadre d'Egalim. Le deuxième pilier, c'est de valoriser les achats de proximité. Donc, on travaille depuis ces longues années avec beaucoup de producteurs locaux. On a des partenariats moyens de plus de 10 ans avec nos fournisseurs, et de faire valoir, en fait, de mettre en avant les savoir-faire locaux et de faire connaître, en fait, les spécificités de chaque terroir. Le troisième pilier, c'est de favoriser les achats inclusifs.
alors, on en reparlera un peu plus spécifiquement tout à l'heure parce que c'est effectivement quelque chose qui est très important pour nous. Aujourd'hui, on fait partie du collectif des 35, qui sont des 35 grandes entreprises qui sont engagées pour le développement des achats inclusifs en France. On s'est aligné sur une définition commune et on a mis en place des plans d'action très spécifiques. Donc, je vous détaillerai peut-être tout à l'heure plus spécifiquement, Pia. Le quatrième pilier, c'est de promouvoir une alimentation saine et diversifiée en essayant de massifier la saisonnalité et en essayant de travailler sur la diversification des protéines. Et avec un axe nutritionnel dans nos menus qui est très important pour pouvoir adresser l'ensemble des besoins de nos convives, parce qu'on opère à la fois dans les crèches, dans les écoles, dans les entreprises, dans les résidences pour personnes âgées. Bon, bref, on a un panel de consommateurs très large. Donc ça, cet aspect nutritionnel est également très important. Le cinquième pilier, c'est de s'engager pour une économie circulaire. Donc c'est tout le travail que nous faisons pour réduire le gaspillage alimentaire, mieux gérer les déchets, trouver des alternatives au plastique. Donc ça, c'est aussi un axe, un cinquième pilier très important pour nous. Et le dernier pilier, c'est de réduire notre impact carbone avec nos activités, parce qu'on sait que la restauration a un impact très fort également à ce niveau-là. Merci beaucoup. Est-ce que Marie Essaoui, vous pouvez rebondir peut-être sur le propos de Jean-Philippe Thévenet? Est-ce que ce sont les mêmes grands piliers que vous avez définis pour la commande publique ou pas du tout? Comment vous avez priorisé sur ces sujets-là? Alors, il y a effectivement des choses en commun, des valeurs qui nous parlent également. C'est vrai que maintenant, en tant que collectivité, le mode d'achat incontournable, c'est le marché public, avec différents niveaux de formalité en fonction du seuil d'achat réalisé. Donc forcément, au niveau de la collectivité, les achats réalisés sont de nature très large. Ça peut être la réalisation de travaux, les achats de fournitures, la réalisation aussi de prestations traiteurs, puisque ça fait partie du sujet du jour, des prestations d'études. Voilà, donc c'est très large. Et en fait, depuis le mois de décembre 2020, la municipalité a adopté un schéma de commande publique responsable qui, en fait, vise à renforcer ses engagements en tant qu'acheteur par trois axes qui rejoignent un peu ce qui a été évoqué par mon prédécesseur. Le premier, c'est des achats responsables en termes de développement durable. Donc, c'est en fait l'idée de favoriser, de mettre des critères environnementaux dans les cahiers des charges et de demander aux entreprises qui répondent de respecter ces critères et d'en faire des éléments d'analyse de l'offre. Ça peut être aussi l'idée de favoriser dans nos achats des produits biosourcés, des produits qui respectent des labels reconnus en matière de respect de l'environnement. Ça peut être aussi le fait de substituer petit à petit nos achats de véhicules, par exemple, par une flotte uniquement électrique. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Le second, ce sont les achats socialement responsables. Donc voilà, ça faisait quand même, bien sûr, plusieurs années que la ville essayait de mettre des clauses d'insertion dans ces marchés. Mais en fait, je pense comme beaucoup de mes homologues, on closait surtout des marchés de travaux. Donc voilà, c'était intéressant pour le public en insertion, mais avec du coup peu de diversité dans les missions proposées. Aujourd'hui, on essaie de mettre des clauses d'insertion, y compris dans des marchés d'études, dans des marchés de prestations, des marchés de fournitures, et on développe aussi de plus en plus de marchés réservés. Donc, pour l'instant, on n'a pas passé de marché réservé en entier, on a fait des lots réservés, et ça a été le cas, par exemple, du dernier marché traiteur qu'on a passé. Voilà, j'y reviendrai peut-être par la suite, mais effectivement, où on s'appuie sur les possibilités ouvertes par le Code des marchés publics pour en fait avoir des lots qui sont réservés à des structures, soit des structures ESS, soit des structures de l'insertion par l'activité économique, soit des ESAT ou des entreprises adaptées, ou parfois voilà, à toutes ces structures globalement. Donc on en reparlera parce que ça nécessite pour nous un travail de sourcing important pour être sûr que ça a du sens
de faire des marchés réservés sur telle et telle nature de travaux ou prestations. Et puis le dernier axe de ce schéma d'achat public responsable, c'est c'est l'exemplarité, la déontologie. L'idée aussi dans nos modes de passation des marchés, de garantir un accès égal à toutes les structures, que ce soit des très petites entreprises, des grandes entreprises, des structures ESS à nos marchés. Le fait aussi de mettre des critères qui soient compréhensibles et lisibles par tous les prestataires potentiels. Donc voilà, ce sont les 3 axes. Et du coup, ce schéma, il est en vigueur depuis tout fin 2020. Et l'année dernière, c'est vrai on est vraiment monté en puissance à la fois sur les clauses d'insertion, puisque aujourd'hui, 20% des marchés passés par la ville sont closés. Et par ailleurs, on a déjà passé 5 marchés avec des lots réservés sur des natures d'achat très différentes. Ça pouvait être la prestation de nettoyage de vitres dans les écoles, le marché traiteur dont je parlais, la fourniture, la mise en sac, par exemple, des kits de rentrée pour les élèves dans les écoles. Enfin, voilà, donc ça, c'est un travail intéressant. Et du coup, on travaille très étroitement avec mes collègues de la commande publique, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils réfléchissent à un nouveau marché, ils reviennent vers moi, direction des affaires économiques, donc de l'emploi et du commerce, pour voir si on peut faire une étude de marché, pour savoir s'il y a des acteurs de l'ESS qui sont susceptibles de répondre, qu'est-ce qu'on peut closer ou qu'est-ce qui serait difficile à closer. Voilà. Et puis, du coup, c'est un travail qu'on mène conjointement pour la rédaction du marché, et ensuite pour la publicité du marché, où on fait aussi en sorte que les modes de publicité soient le plus large possible pour pouvoir avoir des réponses des structures qu'on vise dans ces marchés réservés. Très clair, merci beaucoup. Vous avez tous les deux déjà abordé pas mal de points. Du coup, comment vous travaillez avec vos fournisseurs sur ces questions-là? Qu'est-ce que vous pouvez exiger? Marie, vous avez rapidement évoqué le sourcing. Qu'est-ce qui a été peut-être difficile à mettre en place? Quelles questions vous vous êtes posées? Comment vous allez les chercher? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler à l'aune de ces différents piliers, de ces différentes valeurs que vous prenez dans vos achats? Comment en fait vous avez réussi à embarquer vos fournisseurs ou à en trouver certains qui partageaient ces valeurs et ces exigences-là? En fait, du coup, le petit retour d'expérience que j'ai, c'est que c'est très variable en fonction des types de marchés qu'on passe. Quand on est sur des marchés de travaux ou de nettoyage de locaux, par exemple, on va s'adresser souvent à un secteur où on a déjà soit des grandes entreprises qui sont alors, c'est pas toujours le cas, j'en parlerai, on a aussi des échecs, hein, mais c'est des entreprises qui sont habituées à répondre à des marchés où il y a des clauses d'insertion, habituées à avoir des critères environnementaux dans les marchés, et donc elles font des réponses globalement qui sont structurées, argumentées, et la plupart du temps, elles se donnent les moyens de travailler ce volet-là des marchés, et donc de mettre en œuvre des prestations qui répondent à nos attentes. La plupart du temps, hein, je parlerai aussi des cas où ça se passe moins bien. En revanche, quand on a cherché à diversifier un peu nos achats responsables, du coup, à aller sur des prestations d'études, par exemple. Aujourd'hui, sur les prestations d'études, on a pas mal de difficultés en fait à closer ou à faire des lots réservés sur ces prestations-là, parce qu'on a peu de prestataires aguerris sur ces missions-là, et surtout, souvent, le volume des heures d'insertion qui correspondent au montant du marché est pas suffisant pour permettre, par exemple, le recrutement d'un apprenti, enfin voilà, des choses un peu structurantes. Donc, c'est vrai que là, parfois, on a du mal à mettre en œuvre en fait ces dispositions. En revanche, par exemple, sur le marché traiteur que j'évoquais tout à l'heure, donc en fait, ce qu'on a fait avec mes collègues de la commande publique, c'est que quand on a fait une analyse des besoins de la collectivité, donc ça pouvait être petit déjeuner, panier repas, sandwich, cocktail, enfin voilà. Donc on a fait des lots par rapport à ça. Et ensuite, ce qu'on a fait avec mes collaborateurs, c'est qu'on a été voir sur le territoire et plus largement sur les Hauts-de-Seine, et après, bien sûr, au niveau régional aussi, quels étaient les prestataires qui existaient dans le domaine de l'ESS sur ces prestations, et est-ce qu'ils étaient en mesure de répondre à nos attentes. On a fait une étude de marché voilà, sur la diversité des produits, la provenance des produits, comme l'évoquait voilà, mon prédécesseur, sur la capacité à livrer aussi dans un temps donné, parce que par exemple, il faut fournir des plateaux repas pour les journées d'élection dans différents bureaux de vote, et ça demande des délais de livraison très courts. Donc voilà, on a fait tout ce travail de sourcing, et du coup, ça nous a permis
permis de dire, bah, ça, on peut réserver ce lot-là. Par exemple, petit déjeuner, on a réservé le lot à une SIAE. Et ça, par contre, c'est plus compliqué parce qu'on risque de ne pas trouver de prestataire. Alors, c'est toujours quelque chose sur lequel on peut progresser. C'est-à-dire que vraiment, le sourcing, c'est un travail permanent. Et il y a sans doute des prestataires qu'on n'a pas identifiés qui finalement auraient pu répondre à d'autres lots aussi. Mais du coup, voilà, là, sur les 4 lots qu'on a identifiés, on a pu en réserver 2 et on a trouvé des prestataires sans trop de difficultés et plutôt des prestataires locaux en plus. Alors, c'est pas forcément un critère qu'on met, hein, mais voilà, on était plutôt contents et ça se passe très bien en termes de qualité de prestation. Donc voilà, et après sur le sourcing, c'est vrai que honnêtement, ça reste quand même vraiment un travail sur lequel on a une marge de progression parce qu'en fait aujourd'hui, donc voilà, on fait un peu ce travail étude de marché, sourcing. On a la chance d'avoir une coordination départementale des clauses dans les Hauts-de-Seine qui est pilotée par la Driette en lien avec le Crépi. Et du coup, à chaque réunion de cette coordination départementale, ils nous présentent des nouveaux prestataires, des nouvelles structures, SIAE, etc., qui s'installent sur le département. Donc ça nous permet d'alimenter un peu notre connaissance des structures qui sont présentes sur le territoire. Et puis après, il y a aussi, ça j'invite voilà, toutes les structures autour de table, mais qui le font sans doute, il y a aussi des structures qui nous sollicitent directement, comme le ferait n'importe quelle entreprise qui prospecte son marché et qui nous envoie voilà, c'est la nature de ses prestations, etc. Et ça, c'est très riche pour nous parce que ça permet de nous faire un catalogue de prestataires avec lesquels on aura sans doute l'occasion de travailler par la suite. Mais clairement, on se pose toujours la question de savoir, voilà, est-ce que si on close, ou est-ce que si on réserve tel marché, on va trouver en face un prestataire dans le domaine de l'ESS qui pourra répondre. Et il nous est arrivé de galérer pas mal. On avait par exemple mis un lot réservé sur la fourniture de matériel de nettoyage, serpillière, balai, etc. Et en fait, on a fini par trouver un ESAT, je crois, dans le Loiret. Mais voilà, là, pour le coup, on a vraiment peiné. Je pense que c'était peut-être pas la prestation la plus simple à trouver dans le champ de l'ESS. Oui, oui, je comprends. Merci beaucoup. Je vois des mains qui se lèvent parmi le public. Gardez vos questions, on les posera à la fin. Pareil, on va aborder évidemment la question de comment on peut faire pour être plus connu, comment on fait pour trouver des partenaires. Hugues de Kergorlet, merci beaucoup. Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez du coup rebondir de la même manière et nous parlez-vous de votre expérience par rapport aux fournisseurs et par rapport à ce que Marie Zaoui a déjà pu évoquer, s'il vous plaît? Alors, effectivement, on est le point, je dirais, auquel on est également confronté, comme Marie, Mme Zaoui, c'est la grande. En fait, c'est effectivement très variable en fonction des marchés. Ce que vous disiez, nous, en termes de. Pour vous expliquer un peu notre organisation au niveau des achats, on est organisé avec une structure nationale, avec des acheteurs nationaux qui sont experts chacun de leur catégorie. Et on a également 9 responsables achats régionaux, donc qui sont basés dans chaque territoire et qui vont en fait être vraiment au contact des producteurs et des industriels locaux pour essayer justement d'être également des chambres d'agriculture, pour être en contact justement pour faire ce sourcing local, très local dans chaque territoire et qui finalement est complémentaire avec le travail que l'on fait au niveau des achats nationaux. Donc ça, c'était, on va dire, donc historiquement, on travaille avec des acteurs de l'ESS, parfois des histoires depuis plus de 20 ans. Enfin, on a plusieurs exemples comme ça qu'on a vraiment accompagnés, on va dire, localement. Quand on a souhaité développer nos achats inclusifs, la première chose que l'on a fait, c'était avec le collectif des 35, c'était de se mettre d'accord sur une définition commune des achats inclusifs. Donc, qui était autour de quatre thématiques, 4 piliers. Le premier, c'est favoriser le développement des territoires, donc en recherchant à développer les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires des villes. La deuxième chose était de travailler sur la diversité et l'inclusion, donc effectivement les entreprises d'insertion par l'activité économique ou faire appel aux ESAT. Le troisième pilier, c'était de développer, de participer au développement des TPE et PME. Et le quatrième, de favoriser l'économie sociale et solidaire. Dans ce travail-là, donc on a, une fois qu'on avait validé notre définition au niveau de notre groupe, pour vous dire que ce sujet est vraiment très important, c'est notre présidente, Sophie Bellon, donc la fille du fondateur de Sodexo, qui est en charge et qui est le sponsor des achats inclusifs au sein du collectif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous.
on pense qu'en tant que grande entreprise, on a un rôle à jouer en fait, pour promouvoir ces achats inclusifs. Et donc, la complexité, c'était dans une très grosse structure. Souvent, beaucoup de structures sont de taille plus modeste. Et il y a cette complexité, c'est-à-dire que nous, on a souvent des cahiers des charges qui font 50 pages. Et je sais que c'est compliqué, en fait, pour certaines sociétés de pouvoir répondre et d'avoir effectivement cette capacité à répondre à nos cahiers des charges. Donc, ce qu'on a essayé on a développé des actions spécifiques pour, d'une part, mobiliser l'entreprise. Et donc, on a nommé une personne de notre direction générale au sein du comité de direction en charge, enfin, qui serait le sponsor des achats inclusifs pour Sodexo. On a ensuite, on s'est fait accompagner par la société Handishare pour mesurer nos achats inclusifs actuels, pour savoir aussi quelle était notre base de départ sur nos achats inclusifs et pouvoir se fixer des objectifs de développement. La troisième chose a été de travailler pour l'ajustement de nos process achats, donc essayer de travailler justement sur des moyens avec des cahiers des charges un peu plus simplifiés, on va dire, sur certains aspects. Bien sûr, comme je vous disais, la sécurité alimentaire, etc., ça, c'est des choses qui sont absolument indispensables pour nous. Donc, on ne fait aucun compromis à ce niveau-là, que ce soit en termes d'audit de nos partenaires, etc. En revanche, on a pu travailler pour simplifier certains process et certains référencements. La quatrième chose sur laquelle on a travaillé, c'était de contribuer à la visibilité de nos partenaires, donc essayer de les faire connaître et de faire connaître leurs activités auprès de nos clients. Donc, il nous arrive de faire intervenir certains de nos partenaires inclusifs directement lors de soutenances commerciales pour vendre leurs produits auprès de nos clients. Et on a mis en place un programme l'année dernière qui s'appelle Impact Plus, et qui est un programme de mentoring qui a été fait un peu sur mesure justement pour s'adapter en fait aux besoins très différents finalement de nos partenaires. Parce que quand on travaille avec nos partenaires inclusifs, leurs besoins étaient différents. Certains avaient besoin de trouver des débouchés commerciaux et donc souhaitaient avoir notre appui pour leur trouver justement des nouveaux clients. D'autres souhaitaient évoluer en termes de qualité parce qu'ils souhaitaient pouvoir avoir une nouvelle, on va dire par exemple, certification. D'autres avaient l'ambition de se développer et de pouvoir acquérir de nouvelles technologies. Enfin bref, les besoins étaient très différents. Donc, on a mis en place un programme de mentoring où on a décidé d'accompagner spécifiquement 14 partenaires pour cette première année. Et on les a mis, en fait, on a créé des binômes avec une personne qui sont dans les segments donc spécialisés sur une typologie de clientèle spécifique de Sodexo. Alors, parfois, c'était les hôpitaux cliniques, d'autres, c'était l'éducation, d'autres, c'était les entreprises. Une personne de notre service achat et notre partenaire. Et on a fait un accompagnement spécifique. On a également organisé des réunions avec ces 14 partenaires pour qu'ils puissent se connaître et faire en fait des synergies entre eux. On a eu des beaux exemples, par exemple des gens qui, par exemple, pour faire une campagne de publicité, ont joint leurs achats pour acheter et négocier ensemble auprès d'un prestataire de publicité et de les faire connaître auprès de nos partenaires. Et là, pour l'année prochaine, ça a très bien fonctionné. Et là, à partir du mois de mars, on va lancer une nouvelle cohorte de fournisseurs avec à nouveau plusieurs entreprises que l'on va souhaiter accompagner de manière spécifique. Ce qui est important de garder en tête, c'est que nous ne sommes pas propriétaires, on va dire, des restaurants sur lesquels nous opérons. Donc, notre rôle est quand nous, on est capable de lancer un achat ou de s'engager auprès de partenaires, c'est parce qu'on a un client qui nous a confié son marché et qui nous a donné un peu de visibilité. En général, on fait des marchés sur 3 ans ou 5 ans, parfois un petit peu plus, et avec des engagements forts sur lesquels que l'on va prendre. Donc, bien sûr, nous, on a ce travail de sourcing pour être capable de proposer à nos clients différents fournisseurs. Notre rôle, c'est de bien comprendre leurs besoins et attentes, et ensuite de pouvoir leur proposer de manière spécifique des plans d'action et ensuite de pouvoir s'engager auprès de nos partenaires.
Je vais vous prendre un exemple récent qui est au mois de décembre l'année dernière, parce que c'est récent parce qu'on a reçu le produit il y a 2 mois, mais ça vous montrera un peu l'approche. On avait un de nos partenaires qui est donc, du programme Impact Plus qui s'appelle la CICOP Bio en Ile-de-France, c'est une coopérative bio. On suit cette coopérative depuis plus de 10 ans, on est leur premier client, on achète beaucoup de fruits et légumes frais bio chez eux. Et ils nous ont parlé d'un projet de développement, de pouvoir réintroduire une nouvelle culture en Ile-de-France. Pour nous, ça faisait beaucoup de sens parce que voilà, on va privilégier l'achat local. Et on a donc parlé du projet avec certains de nos clients. Et aujourd'hui, ça nous a permis l'année dernière de nous engager sur 90 tonnes de blé dur bio réintroduit en Ile-de-France. Il n'y avait plus de blé dur bio depuis plus de 20 ans en Ile-de-France. Et on a reçu notre premier couscous bio Ile-de-France il y a 2 mois. Et donc maintenant, on peut servir les crèches de Paris, par exemple, avec du couscous bio Île-de-France spécifiquement et que l'on a pu monter avec eux. Et pour eux, ça les intéressait parce qu'en termes de biodiversité, en termes de rotation de culture, etc., ça faisait aussi du sens pour leurs adhérents. Voilà. Et donc, on a pu monter en fait un programme ensemble et ça faisait aussi du sens pour nos clients parce qu'ils étaient intéressés pour avoir un produit local en qualité biologique. Donc, quand on a ce type de projet et avec la visibilité sur le long terme, ça nous permet, nous, d'accompagner nos producteurs. Et également, bien sûr, quand on va lancer ce type de programme, ce n'est pas pour faire cela uniquement pendant 1 an. L'idée, c'est de pouvoir donner de la visibilité à nos producteurs et de pouvoir s'engager sur le long terme. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications très précises. Peut-être avant de donner la parole à nos entreprises de l'ESS intervenantes ce matin, est-ce que vous pourriez peut-être rapidement nous dire quelles sont les choses que vous conseillez de faire et les choses que vous surtout déconseillez de faire quand on veut prendre contact avec vous, sachant que ça rejoint 2 questions sur le chat avec des propositions de prise de contact et justement ces besoins d'accompagnement. Donc, Jean-Philippe, vous y avez bien répondu avec le programme Impact Plus. Peut-être là, la question, c'est voilà, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour que ça soit bien perçu? Ça fait déjà 2 questions. Et la troisième, comment on fait pour... est-ce que vous proposez un accompagnement ou est-ce que vous avez des partenaires qui en proposent un voilà. Merci beaucoup. Effectivement, ce qui est, comme je vous le disais, on a dans notre ADN, on est une entreprise familiale, même si on est très gros, mais on a toujours cette approche long terme. Donc, on a effectivement on essaie d'accompagner nos fournisseurs sur le long terme et de les accompagner dans leurs projets. En revanche, on est toujours effectivement intéressé lorsqu'on a par des nouveaux fournisseurs qui répondent en fait à nos attentes en termes qualitatifs, qui peuvent proposer des solutions innovantes qui rentrent dans le cadre de nos stratégies RSE. Tout à l'heure, je parlais de l'économie circulaire, etc. Il y a beaucoup d'initiatives et d'entreprises qui ont lancé beaucoup d'innovations et c'est effectivement très intéressant. Donc, on est bien sûr intéressé par tout ce qui va nous permettre en fait de répondre à nos objectifs, on va dire, en termes de RSE. Je dirais, c'est en termes de... Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir, si on a des attentes aujourd'hui plus spécifiques, je dirais, c'est de toujours, ça serait d'avoir des partenaires toujours qui pourraient nous amener de nouveaux marqueurs alimentaires locaux. Donc, dans les produits locaux, il y a notamment des catégories de produits très importantes pour nos convives. Donc, c'est notamment tous les produits de boulangerie, c'est tous les produits de fruits et légumes, les légumineuses ou les produits laitiers. Donc, ça, c'est les grosses familles où on a beaucoup de produits, on va dire, locaux et pour qui ça fait du sens. Et donc, de pouvoir accompagner des structures. Là, par exemple, on a lancé un partenariat avec la Croix-Rouge Insertion pour leur acheter des fruits et légumes locaux d'Île-de-France. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est des projets. Quand il y a des nouveaux projets qui font du sens, et là, on est prêt. Et donc, du reste, la Croix-Rouge Insertion était dans notre programme Impact Plus pour pouvoir les accompagner et développer ce projet avec eux. Donc, je dirais, moi, je suis bien sûr très intéressé par les initiatives, de pouvoir bien connaître, lorsqu'on nous contacte, avoir un descriptif sur l'activité de l'entreprise et
quelles sont un peu ces particularités. Et voilà, et si ça peut répondre effectivement à ces deux aspects, soit des marqueurs alimentaires locaux, soit des projets qui vont nous permettre de répondre à nos engagements RSE, bah, ça fait du sens. Donc, les moyens pour prendre contact avec nous, c'est soit via nos responsables achats locaux, qui sont basés dans chaque région. Donc, par exemple, en Île-de-France, on a 3 responsables achats qui sont spécialisés par domaine d'activité, ou ça peut être de nous contacter nous au siège. Voilà, vous pouvez même, je pourrais vous donner les coordonnées, comme ça, s'il y a, ou peut-être, Pia, vous avez aussi, vous, dans un référentiel dans votre, à l'ESS 24. Donc, on peut aussi regarder parmi les domaines d'activité quelle entreprise pourrait répondre justement spécifiquement à ses besoins. Oui. Là, je suis à votre écoute parce qu'on est toujours intéressé effectivement par des nouveaux partenaires. Bon, bah, génial, merci beaucoup Jean-Philippe. Peut-être que je vous laisserai indiquer dans le chat rappeler les biais de contact que vous avez proposés. Marie, en conclusion, avant de laisser la parole aux entreprises, parce que le temps file. Oui, très brièvement, parce que ça rejoint ce qu'a dit Jean-Philippe. Moi, c'est pareil, du coup, comme on est vraiment dans la logique de développer le sourcing et d'identifier voilà, le maximum de nouveaux partenaires dans le champ de l'ESS avec lesquels on pourrait travailler. Je vous laisserai mon mail aussi. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors, effectivement, je ne pourrais pas recevoir pour des échanges approfondis toutes les structures, mais par contre, ne serait-ce qu'un mail avec une présentation de l'offre de service, etc., ça me permet de la garder en tête, de le partager avec mes collègues acheteurs et de pouvoir, effectivement, le jour où on publie, où on se pose la question justement de closer, de créer des marchés réservés, de pouvoir revenir vers ces structures. Et puis, l'autre mode aussi qui peut être intéressant, c'est que, en fait, le sujet du développement de l'ESS est déjà responsable. On le travaille conjointement avec les 6 autres villes de l'EPT Boucle Nord de Seine. Ça fait partie des sujets qu'on travaille conjointement. Et donc, on fait régulièrement des conventions d'affaires ESS dans lesquelles on invite les entreprises de notre territoire et les acheteurs publics à venir rencontrer lors de courts rendez-vous en B2B les structures ESS dans différents champs. Donc, ça peut être aussi un mode de rencontre intéressant. Et là, c'est pareil, plus j'ai connaissance de structures qui pourraient être intéressées par notre territoire, par ce genre de rencontres, plus je peux les mettre dans la boucle pour ce type d'événement. Donc, voilà, je pense que pour l'instant, c'est le principal mode. Et après, effectivement, je suis aussi preneuse de tout ce qui est annuaire de structure, etc. Voilà, la Driette des Hauts-de-Seine en fait un sur les SIAE qui est actualisé chaque année. Mais c'est vrai qu'on est aussi assez preneur en tant que collectivité de ce genre de documents. Fantastique, merci beaucoup. Même proposition, vous pouvez peut-être réagir sur le chat également désormais. Dans le petit carré qui nous reste, je vous propose de maintenant donner la parole à Initiative Solidaire et à la Belle Gamelle. Très concrètement, pour vous, j'ai 3 questions. Quel est votre rapport au marché public? Qu'est-ce qui a bien marché quand vous les avez gagnés? Qu'est-ce qui vous semble compliqué aujourd'hui et ce à quoi il faut faire attention quand on est une structure de l'ESS et que vous aimeriez travailler davantage avec les acheteurs? Et puis, dernière question, quels sont les conseils que vous pourriez donner à vos pairs, autres entreprises de l'ESS? Marie-Lucie, vous voulez commencer? Ou si vous vous sentez inspirée? Donc, allez, je commence. Clairement, alors... Bon, voilà, moi, au niveau d'initiative solidaire sur nos cibles clients, finalement, la rencontre avec les marchés, c'est fait en 2020, en plein confinement, notamment avec un premier marché Paris 2024. Alors, sur notre autre activité, c'est vrai que c'est un cap à passer. Quand on n'est pas, la première réponse est toujours un peu complexe. Donc, on est quand même on a pas mal de réseaux, d'ateliers qui permettent de se familiariser avec la dimension administrative du marché. On s'était positionné sur le mobilier de Pulse Paris 2024. Bon, après, ça n'a pas abouti parce que, voilà, c'était un petit peu plus... Enfin, voilà, ça n'a pas abouti concrètement, mais c'était une bonne expérience. Donc, il faut toujours se dire, on saute le cap une première fois.
Mais après, malgré tout, on prend des habitudes de réponse et effectivement, c'est beaucoup plus rapide pour d'autres réponses ensuite. Après, effectivement, nous, en ce qui nous concerne sur la restauration, bon, on avait effectivement avec le groupement d'autres structures ESS et de l'insertion du PTCE Resto Passerelle, mais aussi de Seine-Saint-Denis, on avait tenté de se rapprocher voilà, des gros porteurs. Donc, bravo à Sodexo qui l'a remporté, mais on avait essayé d'échanger, de rentrer en lien avec les grands comptes qui allaient pouvoir se positionner, parce que le marché était quand même conséquent, pouvoir se positionner sur aussi la restauration de Pulse, le marché de restauration du siège. Et clairement, effectivement, nous, notre enjeu en tant que structure locale et d'insertion, c'était de pouvoir décliner, pouvoir travailler, parce qu'effectivement, c'était un enjeu. On n'était pas dans la capacité en termes de volume de répondre uniquement, même en groupement, aux attentes du marché. Donc là, bon, effectivement, on est toujours prêt à discuter avec Sodexo pour pouvoir intégrer la dimension locale et inclusive dans le cadre de ce marché-là et d'autres. Notre autre expérience, ça a été alors du coup une question de réseau. Effectivement, on est donc au niveau du réseau effectivement Insereco 93, où là, effectivement, pareil, il y a un référencement. Le site permet de cibler les structures dont la Belle Gamelle fait partie aussi, en fonction de leur offre, de leur typologie. Donc voilà, que ce soit de la mise à disposition, mais aussi du secteur et de la production et des biens et services fournis. Le fait qu'on puisse se rencontrer, se connaître, nous, on a pu proposer la livraison en mobilité douce de notre offre de restauration collective, toute proportion gardée comparativement à des groupes comme Sodexo, bien entendu, mais sur des bases de vie locales, dans le cadre une base de vie de Bouygues qui était dans le cadre d'un marché Solidéo et qui avait besoin effectivement de pouvoir offrir, proposer des repas aux ouvriers et aux techniciens qui intervenaient sur la ville à proximité. Et ça a été possible grâce à effectivement une mise en relation d'une structure qui, elle, répondait à la mise à disposition en intérim d'insertion auprès de Bouygues dans le cadre des clauses. Et la mise en relation s'est faite un peu par ce biais-là. Et ça a pu aboutir. Donc là, ça nous a évité on n'a pas répondu directement au marché, mais effectivement, ça nous a permis effectivement de travailler et puis de pouvoir aussi commencer à échanger plus avec Bouygues et à percevoir les perspectives sur d'autres bases de vie, voire sur d'autres besoins. Donc bon, il y a la réponse a marché après sur cette question des fois un peu de difficulté, je le vois dans le chat, c'est vrai que le cahier des charges, et nous on le préconise et ça a été dit par les deux acheteurs qui témoignent, Monsieur Thévenot et par Madame, pour la mairie de Colombes, sur les achats. C'est vrai qu'après les besoins, les volumes, pour nous, il y a toujours un enjeu que ce soit vraiment un peu à l'outil, à la capacité. Donc ça nécessite effectivement d'avoir pu quand même se rencontrer, d'avoir les démarches que vous menez, de connaître vos fournisseurs ou les acteurs, les offres locales, pour pouvoir aussi, au niveau des cahiers des charges, les adapter et nous permettre d'y avoir une place sans pour autant venir en concurrence de l'économie classique, on va dire, mais effectivement de pouvoir être adapté à l'offre qu'on propose. Pas forcément que nous essayons toujours de nous adapter aussi au marché ou à vos besoins, parce que c'est plus complexe, on n'est pas dans les mêmes structurations. Effectivement, sur le domaine de la restauration collective, typiquement, nous, on ne va pas se positionner sur des restaurations qui sont sur des volumes de repas jour, que ce soit en site physique ou en livraison, qui seront du même ordre que Sodexo. On n'a pas les mêmes volumes d'achat non plus en termes d'achat en circuit court, d'achat en produits frais et bio et locaux. C'est la même démarche qu'on opère, mais à moindre mesure, puisqu'effectivement, nous, notre objectif
l'objectif est aussi de travailler sur de l'emploi local et de l'inclusion non délocalisable. C'est quand même notre objectif premier pour ce qui concerne l'initiative solidaire. Donc, du coup, faut pouvoir réussir à concilier. Et c'est vrai que travailler en amont sur les cahiers des charges et effectivement du marché réservé, typiquement, c'est ce qui a pu être possible sur le restaurant municipal de la ville de Stein qu'on gère, typiquement, parce qu'il y a eu une démarche vraiment de penser en amont une offre, une volonté de vouloir penser à un marché réservé à l'ESS, à l'insertion, et du coup de ne pas aller sur un appel d'offres classique de restauration collective qui nous élimine parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus prétendre toujours aux labellisations, aux certifications, au volume et même en termes de tarification, on n'est pas dans les mêmes économies d'échelle. Sur notre activité d'économie circulaire, on a répondu à différents marchés aussi, certains, alors avec qui ont montré qu'effectivement, notamment un marché avec la RIVP, sur de la production de mobilier, le fait qu'il y ait eu un accompagnement en amont de la rédaction du cahier des charges avec un cabinet d'études spécialisé dans le diagnostic ressources, dans l'économie circulaire, avait permis effectivement d'allotir et de permettre à plusieurs acteurs, dont nous, de se positionner sur une production de mobilier en économie circulaire. On a pareil eu sur un marché avec Pôle emploi, mais voilà, sur un nouveau dispositif, un tiers-lieu innovant, YouCan, de pouvoir produire les mobiliers aussi de ce site, parce que en amont, le cahier des charges avait été travaillé aussi avec cette volonté-là et en ce sens-là. Donc effectivement, voilà, ça, c'est les clés de la réussite pour nous. Donc, effectivement, la question du sourcing anticipé, de l'interconnaissance facilite. C'est vrai que on est référencé sur ESS 2024, sur Entreprise 2024 aussi, sur différents, sur un site régional de structure, le site du Graphi qui répertorie toutes les structures d'insertion, et y compris localement sur et aussi sur des secteurs et nos filières métiers, on essaye de se faire connaître, mais les conventions d'achat on est prêt à y participer pour se rencontrer. C'est vrai qu'on a eu aussi des fois des volontairement inviter aussi des acheteurs à venir nous rencontrer sur place pour qu'on puisse vraiment mieux interéchanger sur ce qui est possible ou pas possible. Voilà. Après, en conseil aux collègues, effectivement, c'est vrai que la question du réseau, de pouvoir aussi des fois pas forcément sur le même secteur d'activité, pouvoir justement se dire on va faire une réponse ou en tout cas penser aux collègues qui sont sur la mise à disposition et inversement ceux qui sont sur la restauration. C'est un écosystème où la rencontre en ce moment est compliquée en physique, et c'est vrai que c'est un peu dommageable, mais effectivement, le fait de pouvoir vraiment échanger et se rencontrer en amont, ça facilite le développement des achats responsables, et nous, notre possibilité de répondre, parce que sinon, effectivement, on voit quand même encore malheureusement beaucoup de marchés qui pourraient nous intéresser, que ce soit du marché privé ou public, mais sur lesquels, effectivement, il est trop difficile de répondre dans le cadre du cahier des charges, et pour nous, on n'est pas non plus structuré avec des équipes dédiées à la réponse au marché. Donc, c'est quand même beaucoup d'énergie pour après, derrière, ne pas pouvoir aboutir. Donc, on est très vigilant sur les cahiers des charges et sur la prise de risque à répondre ou pas répondre maintenant. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans les fiches pratiques de ESS 2024 des aides à la décision pour savoir si on se positionne ou pas sur un marché. Effectivement, ça fait partie de la montée en compétences nécessaire pour pas aller sur les opportunités qu'on est sûr de ne pas pouvoir avoir. Et puis, merci pour votre témoignage, Marie-Lucie, sur l'importance. Ça rappelle aussi l'importance du sourcing que soulignait Marie, et la connaissance des entreprises du territoire dont parlait Jean-Philippe par rapport au-delà des certifications ou des labels qui apportent effectivement, qui rassurent l'acheteur. On est en train de dépasser le temps, donc on va se garder 5 minutes pour écouter Louise Boudot. Merci beaucoup, Marie-Lucie, pour votre retour complet. Louise, c'est à vous. Merci.
Merci beaucoup. Du coup, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, nous, on a répondu pour la première fois à un marché public dans ce cadre du meet-up de la Solidéo là, le 28 septembre dernier, parce que la Belle Gamelle existe depuis 1 an. En fait, on a fait partie du programme Résilience 93 qui était organisé par INCO, et c'est dans ce cadre-là qu'on a été mis en relation avec la Solidéo. Donc, ce marché public, ça nous a permis, pour répondre un peu à vos questions, ça nous a permis quand même de gagner en visibilité. Dans ce contexte-là, ensuite, Christine, du coup, la cofondatrice de La Belle Gamelle, a pu rencontrer Emmanuel Macron sur les chantiers du village olympique. Donc, ça a été quand même une belle expérience. Et ça nous a permis, oui, de se faire connaître. Et puis, on a fait un buffet, du coup, pour 500 personnes qui a été plutôt apprécié. Donc, ça a permis, ça a eu des retombées ensuite sur d'autres traiteurs et d'autres buffets par la suite. Je dirais que la difficulté qu'on a eue, c'est on a dû répondre au marché en août. Et l'août, c'est un mois de vacances. Donc, pour avoir les bons interlocuteurs au bon moment, ça a été un peu compliqué à gérer. Et le fait aussi qu'on soit encore une petite structure. Aujourd'hui, il y a 13 personnes en insertion qui sont formées en tant qu'agents polyvalents de restauration. Et ensuite, en back-office, on est 3. Donc, du coup, quand on répond à un marché public, ça prend énormément de temps. Et du coup, voilà, ça a été un peu la difficulté. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait beaucoup, et ça revient à ce que disait M. Thévenet, c'est travailler avec des plus grosses structures pour pouvoir avoir une stratégie où nous, on apporte l'inclusion et l'insertion professionnelle, et ça nous permet, nous, de répondre à des plus gros marchés pour la suite. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, vous avez connaissance, parce que ça a été pas mal mentionné aussi, que ce soit dans le chat ou par les différents intervenants, des réseaux qui peuvent vous aider sur ces mises en relation, justement. Parce que, évidemment, il y a ESS 2024 qui peut le faire dans le cadre des jeux. Je pense aussi que finalement, des réseaux comme la CPME, comme un CERECO sur le 93, mais il y en a d'autres, des réseaux locaux sur d'autres territoires partout en France, peuvent jouer ce rôle-là quand malheureusement ESS 2024 n'est pas là ou qu'on parle d'un sujet en dehors des jeux. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces réseaux-là. La CCI est censée pouvoir jouer ce rôle aussi, également, normalement. Il est 10h02, donc on a dépassé le temps. Les MEDEF aussi, merci Tucomnisport de rappeler le MEDEF. C'est vrai que pour le coup, je me permets d'ajouter que ça dépend vraiment des réseaux sur les territoires. Le MEDEF, ils ne sont pas aussi uniformisés dans leur fonctionnement que d'autres réseaux. Peut-être qu'on va prendre 2 questions avant de raccrocher. C'est les personnes dont je dois lever la main. Parole à Nadia ou Jody qui lève la main depuis une demi-heure, je pense. Heureusement que c'est virtuel. C'est à vous. Merci beaucoup. Ah, vous avez coupé votre micro, c'est dommage. Bonjour, excusez-moi. Je suis Nadia Oudjoudi, responsable de la structure ACM Événements, basée sur Saint-Ouen. Depuis 2019, nous fournissons des repas de restauration multiculturelle avec 50% minimum d'ingrédients bio. Nous avons donc pu accéder à 2 concours et nous les avons gagnés, l'appel à agir en Seine-Saint-Denis et Quartier Café de SOS Entreprises. Nous sommes porteurs de projets ESS en développement SIAE et nous souhaitons aussi collaborer avec des grandes structures comme celles qui sont présentes aujourd'hui. Nous sommes très fiers de participer à cette réunion. Dans notre équipe, nous avons des jeunes qui sont issus d'une école hôtelière, des personnes diplômées et formées au métier de la restauration. Et nous avons aussi des femmes issues des quartiers prioritaires qui sont donc postulantes à des postes de femmes de ménage. Donc, nous recherchons aussi des marchés dans le nettoyage. Et donc, nous sommes candidats auprès de la Sodexo, de toutes les grandes structures qui voudront bien nous faire confiance. Nous sommes à 800 mètres du village olympique que j'ai visité moi-même. Et donc, nous avons aussi la possibilité de fournir des bases de vie. Nos livraisons se feront en vélo cargo. Et donc, voilà, nous sommes dans le quartier de Bain-Michelet de Saint-Ouen. Si vous voulez que je vous envoie donc une offre pour des prestations en restauration, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Nadia. C'était pas vraiment une question, mais vous avez raison de tenter. C'est là pour ça aussi. Peut-être Steve, je ne vois pas votre nom de famille en entier malheureusement, mais si vous voulez prendre la parole et Oui. puis on verra avec vous. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai eu quelques petits problèmes déjà de caméra aussi. Voilà, bon, apparemment vous m'entendez bien. Juste alors, je suis responsable commercial pour l'entreprise adaptée APEPS. Nous sommes basés à Nanterre. Alors une entreprise adaptée qui vit bien depuis une vingtaine d'années. Je vais dans marché public. Alors nous intervenons principalement sur les métiers donc du coup des services généraux. Hein, on a quasiment 70 co-traitances axées donc du coup sur les métiers des services généraux et nous avons eu à répondre à des appels d'offres publics et la difficulté est du marché et le fait que il n'y ait pas assez de communication entre si vous voulez, le donneur d'ordre, les entreprises donc du coup de l'ESS sur la partie donc du coup dimensionnement, ce que l'entreprise adaptée est en capacité de faire. Concrètement donc du coup des métiers et c'est vrai qu'on se retrouve des fois à répondre à des marchés qui sont trop colossaux pour nous où il y a peut-être ce petit manque de détails sur certaines missions et donc du coup voilà c'est ce point-là où ça a pu être dit pour des petites structures comme le nôtre, ça nous prend du temps aussi pour pouvoir répondre à un certain nombre donc, du coup, d'exigences. Il y a un pavé de 28 feuilles donc, du coup, à remplir dans le cadre donc, du coup, des appels d'offres. Donc, c'est cette partie-là qui est assez chronophage. Et c'est de répondre donc du coup à tout cela. C'est le dimensionnement donc du coup de l'appel d'offres et le fait que on a ce manque donc du coup de précision et je pense que de l'autre côté aussi en termes de donneur d'ordre ou acheteur, le manque de précision sur le périmètre des entreprises de l'ESS, donc l'IAE, les ESAT et les EA, ça suffit de répondre donc du coup au marché. C'est là où ça bloque et on se retrouve des fois à ne pas pouvoir répondre ou autre par rapport à ces marchés. Merci beaucoup Steve pour votre témoignage et pour qui venait compléter effectivement ce que les différents, ce que Marie, Lucie, ce que Louise, Jean-Philippe et Marie ont pu évoquer. On a quand même pu étudier différentes pistes là, que ce soit du côté des ESS que vous avez bien partagé les difficultés et comment vous pouviez ressentir un peu un malaise face à certains cahiers des charges, puis malgré tout ce qui est mis en place du côté des acheteurs et du côté des acheteurs, je trouve que vous avez pu évoquer aussi de manière très honnête les différentes marges de progression et ce que vous essayez de mettre en place. Donc c'est exactement le but de ces feedbacks, hein, en fait, de pouvoir échanger sans langue de bois sur ces sujets. Il faudrait qu'on ait la journée et de vrais ateliers d'intelligence collective si on voulait finir en un plan d'action. En attendant, je pense que ces clés identifiées, on va déjà vous les mettre dans un compte rendu. Il y aura aussi le replay du webinaire qui sera disponible parce qu'on avait, vous avez eu de la chance de pouvoir vous connecter parce qu'il y a des personnes pour qui ça a bugué malheureusement. Donc heureusement que le replay sera là. Sinon, on aurait eu encore plus de monde. Et puis, n'oubliez pas que SS 2024 est là toujours post-feedback pour continuer à faciliter les mises en relation avec les personnes qui acceptent de partager leurs coordonnées. Et puis, pour vous accompagner jusqu'en 2024. On essaye aussi désormais, et ça c'est, je terminerai par ça, on essaye aussi de développer le sujet au-delà des jeux désormais. Ça c'est et les canaux, l'association qui porte le programme ESS 2024 a développé une filiale dédiée aux achats, plus largement que les achats qui concernent les Jeux de Paris 2024, qui s'appelle l'Agence des économies solidaires, pour justement pouvoir essayer d'embrasser plus largement ce sujet de achat ESS. Parce qu'effectivement, finalement, 2024, c'est dans 2 ans. Il y a la relance économique qui est importante et qui passera aussi par ces achats et ce travail plus fin fait avec les fournisseurs. Et puis surtout, il y a tout ce qui se passe après. Et nous, notre but, c'est quand même, au-delà de travailler sur les jeux, de travailler plus largement au développement de l'ESS via notre modeste contribution. J'en termine ici. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pascal, je ne sais pas si vous êtes encore connecté ou si vous voulez dire un dernier mot de conclusion avant que tout le monde raccroche. Si oui, la parole est à vous. Merci encore à nos intervenants et intervenantes également.
Oui, oui, je suis toujours là. J'ai écouté avec grande attention. Mais écoutez, j'ai entendu hein, les difficultés que les acteurs de l'économie sociale peuvent avoir sur ces sujets. Donc, bon, c'est vrai que nous, sur tous les sujets sur lesquels on pourra les aider, et notamment avec notre offre dédiée, ben, on est là, on est à leur côté. Donc voilà, effectivement un beau levier, comme je le disais en introduction. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'organisent aussi dans les collectivités, chez les grands acheteurs, pour que ce soit vraiment une réussite sur le sujet de l'inclusion de l'économie sociale dans ces Jeux olympiques. Donc, voilà, des belles ouvertures, même si le chemin reste encore un peu compliqué pour les plus petites structures de ce que j'en entends. Mais voilà, on est à disposition pour vous aider. Merci encore. Je vous propose maintenant de chacun voguer vers sa journée de travail ou autre d'ailleurs. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Merci encore. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.